Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyirindandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Ouverture à Kigali du Forum africain des philanthropes 2022 par le président de la République Paul Kagame qui appelait les femmes à ne pas gaspiller les opportunités qu'elles disposent. Le Rwanda célèbre aujourd'hui le 60e anniversaire de son adhésion à l'ONU sous les thèmes « Partenariat pour un avenir meilleur » et « Partage pour tous ». Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Paul Kagame, trouve que malgré les progrès que le Rwanda a réalisés en matière d'égalité et de complémentarité du genre, il reste beaucoup à faire pour qu'elle soit intégralement active. Le chef de l'État rwandais a fait cette observation ce lundi à la conférence du Forum africain des philanthropes 2022, dont les assises se tiennent ici à Kigali. Le détail avec Kassim Issouf. Cette conférence examine notamment le rôle des politiques et différents programmes dans l'optique d'éliminer la disparité et l'inégalité existant entre les hommes et les femmes sur le continent africain. La direction de ce forum indique que ce n'est pas par hasard que cette conférence se tienne au Rwanda suite au thème retenu cette année, parce que le Rwanda est au summum tant en Afrique que dans le monde en matière de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, comme les rapports des organisations et des agences internationales ne cessent de le révéler. Le président de la République, Paul Kagame, estime malgré tout qu'il y a encore beaucoup à faire et que tout le monde puisse changer d'attitude pour que l'égalité puisse se consolider comme il se doit. Le chef de l'État a à ce propos indiqué que les hommes doivent prendre les devants et que les femmes soient audacieuses et osent rejeter et condamner toutes les manières d'être et de faire qui les marginalisent. Le président de la République, Paul Kagame, a particulièrement exhorté les femmes qui occupent des postes de responsabilité et qui vaquent dans différents domaines à ne pas gaspiller les opportunités dont elles disposent, mais plutôt œuvrer pour être excellentes et des modèles et qu'elles exploitent ces opportunités pour le développement d'autres femmes. La présidente du conseil d'administration du Forum des philanthropes africains, Madame Tsitsi Masiyiwa, indique que les recherches ont révélé que pour que l'Afrique puisse atteindre l'égalité intégrale entre les hommes et les femmes, il faut 140 autres années compte tenu du rythme par lequel le continent avance pour éliminer cette disparité. Et c'est au moment où l'élimination de cet écart dans le domaine économique exige que la production intérieure brute du continent africain augmente d'environ 360 milliards de dollars américains. Il est prévu au cours de cette conférence de 2 jours le lancement d'un programme pour la promotion de l'égalité dont un fonds dénommé Fonds africain pour l'égalité du genre ou Africa Gender Fund, fonds dont la mission est d'appuyer le développement des filles et des femmes dans différents domaines. Le Rwanda célèbre aujourd'hui le 60e anniversaire de son adhésion à l'ONU sous le thème « Partenariat pour un avenir meilleur et partagé pour tous ». Une occasion de réfléchir sur un partenariat renouvelé pour un avenir meilleur. Jean Damascène, Manishimwe nous fait le point. Le Rwanda a fait son entrée à l'Organisation des Nations Unies le 18 septembre 1962. Les célébrations du 60e anniversaire de cette adhésion interviennent au moment où le pays se félicite des avancées significatives dans des domaines variés tels que le développement économique, le bien-être social, la paix et la sécurité et autres. De façon particulière, le Rwanda dispose d'environ 5000 forces dans les opérations de maintien de la paix ici et là dans le monde. À cela s'ajoute sa contribution dans la recherche de la paix et la sécurité dans différents pays africains. À l'occasion de ces festivités, le gouvernement du Rwanda et ses partenaires ont eu des échanges portant sur la vision de développement du pays, ainsi que sa contribution aux efforts de maintien de la paix et de consolidation de la paix de l'ONU. Le Rwanda a montré qu'une nation peut agir de manière décisive, ensemble, ce qui devrait se faire lorsqu'il s'agit d'autres problèmes mondiaux comme les problèmes climatiques.
Le ministre des Affaires étrangères de la coopération, Vincent Biruta, indique que le Rwanda continuera de jouer son rôle actif pour relever les défis communs dans divers domaines, notamment l'égalité des sexes, la protection des droits des réfugiés, le changement climatique et bien plus encore. Il a ajouté que le thème retenu pour cette journée, partenariat pour un avenir meilleur et partagé par tous, montre la direction dans laquelle le Rwanda veut continuer à mener son partenariat avec l'ONU au cours des 60 prochaines années dans des secteurs qui ont un impact sur la vie de la population et ainsi contribuer à un monde meilleur. Nous célébrons 60 ans d'histoire commune, marquée par des expériences douloureuses, mais aussi des réussites et de leçons apprises qui inspirent notre partenariat renouvelé pour un avenir meilleur et partagé par tous, a martelé le ministre rwandais des Affaires étrangères. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio, pour ce 60e anniversaire de l'adhésion du Rwanda à l'ONU, l'ambassadeur Joseph Mutaboba. Bienvenue donc à cette grande édition du journal en langue française. Donc, vous avez été représentant du Rwanda au sein des Nations Unies et donc le Rwanda célèbre ses 60 ans. De quoi pouvons-nous être fiers pendant toutes ces années, ces 60 ans? Et peut-être, où avons-nous failli en tant que pays? Merci beaucoup, Patrick. Bon, il y a de quoi être fier en tant que le Rwanda, parce qu'on est venu de loin d'abord. Nous avons été acceptés comme pays membre des Nations Unies en septembre, le 18 septembre, je crois bien. 62. 1962. Et en septembre, donc, depuis cette année-là, le Rwanda avait ce que nous appelons une voix aux Nations Unies. Je ne voudrais pas spéculer sur ce qui s'est dit depuis 62 jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de successions, c'est-à-dire des gens qui se sont succédés à la tribune des Nations Unies et dans tous les services, dans toutes les institutions des Nations Unies. Mais en tant que Rwanda, on doit se féliciter de deux choses. C'est que d'abord, on s'est rendu compte que faire partie de la communauté internationale est une chose positive. Et de deux, le Rwanda a pu en faire, je dois dire, une édition spéciale en ce qui concerne les autres pays d'Afrique et les pays du monde, je sais. Là, je me réfère surtout à ce qui était moins attrayant par rapport au Rwanda, c'est qu'en général, je peux dire que les Nations Unies ont échoué au Rwanda. Ça, c'était un point de départ. Donc, si je dis que le Rwanda a un point positif dans ce qui concerne les Nations Unies, c'est qu'à partir de ces échecs que la communauté internationale qui est représentée par les Nations Unies a eu vis-à-vis du Rwanda, inclus le génocide qui était perpétré contre les Tutsis en 1994, le Rwanda a, malgré ça, surgi très bien positivement comme un pays qui peut donner espoir à la communauté internationale, dans le sens de dire, oui, vous avez failli dans ces points-là, nous sommes prêts à combler les vides qui pourraient se passer plus tard. Donc, on va aider à prévenir pour la protection des peuples, la protection des personnes, et des biens, bien sûr, en développant ce que les Nations Unies nous avaient refusé en son temps, c'est-à-dire en 1994. Si vous pouvez permettre, Monsieur l'ambassadeur... Le pays, c'est le contributeur le plus important, je dois dire. Nous allons y revenir. Est-ce que déjà en 1994, le monde a abandonné le Rwanda, alors que le pays avait tant besoin de l'aide en ce moment-là? C'était le monde, à travers les Nations Unies, qui ont failli au Rwanda. Absolument. Heureusement, 28 ans après, le Rwanda renaît et c'est un pays qui vient maintenant au secours des autres nations. Comment peut-on expliquer ces retournements de situation? Ça, c'est une question de logique. Quand vous avez un bon leadership qui pense et qui a une vision.
Parce que quand vous partez de vos expériences, vous voyez ce qui a manqué, vous vous dites comment est-ce que je peux combler ce vide. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas se plaindre pour dire qu'on n'a pas pu voir à temps ce qui est arrivé. Il y a un département qui a été créé à partir de l'expérience du Rwanda pour prévenir le génocide. Il y a un bureau qui est spécialisé pour ça. Donc ça veut dire que si jamais quelque chose arrive aujourd'hui, on a quelqu'un qu'on va blâmer pour dire, écoutez, si vous n'avez pas vu cela venir, ça veut dire que vous avez failli, encore une fois, à votre travail. Donc ça, c'est quelque chose de positif et c'est nouveau. Et de deux, quand vous regardez l'apport des pays contributeurs de force pour la protection des personnes et des peuples, le Rwanda figure parmi les 4 grands producteurs, les grands contributeurs de force. 5000 hommes et femmes envoyés un peu partout. Ce n'est pas n'importe quel pays qui a donné ça. Et encore, qui a force. Des forces disciplinées, des forces qui savent ce qu'il faut faire et à temps voulu. Donc, en ayant le temps imparti, ils font leur travail de façon impeccable. Ça, je suis très fier de le dire parce que non seulement j'ai eu l'occasion, le plaisir de servir mon pays comme représentant permanent aux Nations Unies, mais aussi en tant que l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans des missions de maintien de la paix. La dernière où j'ai servi, c'est au Soudan, au Darfour. Quand je regarde en arrière, je vois ce que les troupes rwandaises ont pu faire, les contributions qu'ils ont pu partager avec les populations locales qu'ils protégeaient. Ce n'est pas tous les pays qui ont pu faire ça. Et là, c'est une fierté personnelle en tant qu'ancien chef de mission, mais c'est une fierté extraordinaire et nationale en tant que Rwandais qui a vu ceci arriver. Monsieur l'ambassadeur Mutaboba, le Rwanda a beaucoup à se féliciter, notamment en matière d'égalité des sexes. Il y a aussi la protection des droits des réfugiés. Le Rwanda accueille un nombre important de réfugiés ici, même ceux qui sont refusés un peu partout en Afrique du Nord. Il y a également en matière de changement climatique et de la protection de l'environnement, où le Rwanda a vu en quelques années disparaître les sachets qu'on utilisait pratiquement partout ici, de vastes chantiers, des défis que le Rwanda a su surmonter. Oui, ça vous montre déjà l'initiative d'un vrai leadership. Un leadership qui a une vision, qui voit loin pour dire, voilà, il y a moyen de prévenir le pire. On a pu le faire pour le changement de climat. Quand on vous parle des plastiques qui ont disparu de la circulation au Rwanda, ça c'est le Rwanda et on est fiers de dire nous étions les premiers avant. Et vous citez les grands du monde. Et les grands du monde reconnaissent ça. Ils disent oui. Alors, bien sûr que souvent ils vous ajoutent mais. Bon, le mais, moi ça ne m'intéresse pas beaucoup. Hein? Nous l'avons fait, c'est positif. Ouais. Pour dire mais c'est un pays qui l'a fait, mais so what? Peut-être la dernière question, ambassadeur Mutaboba. L'Afrique compte 54 pays, membres du Conseil, plutôt des Nations Unies, sur un peu plus de 200 pays dans le monde. C'est quand même un nombre considérable de pays, mais on n'entend pas suffisamment la voix de l'Afrique. Que faut-il faire pour que l'Afrique soit entendue? Oui, mais ce n'est pas la première fois que je vais dire ceci, puisque j'ai pu le dire même à la tribune des Nations Unies, tant à l'Assemblée générale qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Afrique constitue un membre important, une portion du globe, je dois dire, un des continents qui représente la plus grande portion de la population du monde. Et si tel est le cas, il faudrait que, conséquemment, on puisse entendre la voix, si je parle de la voix du Rwanda aux Nations Unies, mais il faudrait qu'on entende la voix africaine beaucoup plus de façon justifiée, puisqu'il n'y a pas de justice en ce qui concerne la représentation de l'Afrique dans les différents domaines et dans les différentes institutions du monde, et surtout aux Nations Unies. Parce que le plus grand votant, le plus grand vote se trouve en Afrique, dans les pays africains. Mais on ne leur donne pas la voix et le podium qu'il faut pour continuer à s'exprimer davantage. C'est
C'est un problème, mais tous les problèmes ont des solutions. Absolument. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Mutaboba Joseph. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes l'ancien représentant du Rwanda aux Nations Unies et vous avez été l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans plusieurs pays dans le monde. Si vous permettez, restez avec nous pour découvrir l'autre élément de ce journal. Le ministère rwandais de l'Éducation a signé un accord avec la Rhénanie-Palatinat dans le but d'accroître les connaissances dans la production des médicaments, des vaccins et promouvoir les industries dans ce domaine. Le détail avec Amandine Dikumasabo. L'accord que le Rwanda a signé avec la Rhénanie-Palatinat a lieu après 40 ans de bonnes relations. C'est la toute première fois que la Rhénanie-Palatinat signe spécifiquement un accord avec le ministère de l'Éducation. Du côté du Rwanda, c'est la ministre de l'Éducation, Dr Uwamalia Valentine, qui a signé. Et du côté de la Rhénanie-Palatinat, c'est l'honorable Malou Drey, représentante de la Rhénanie-Palatinat. Comme vous le savez, il y aura une entreprise de fabrication de vaccins. Pour qu'elle fonctionne, nous aurons besoin de travailleurs qui ont des compétences techniques et scientifiques, car ce sont des vaccins basés sur la technologie. Dans cet accord, nous nous sommes convenus de renforcer les capacités à la fois parmi les étudiants et les Rwandais en général. Cette capacité va contribuer à améliorer les performances de l'industrie des vaccins, mais aussi d'autres industries. C'est pourquoi cet accord va au-delà de l'industrie des vaccins et médicaments pour s'étendre sur les autres industries que le pays a qui sont liées à cette biotechnologie. Honorable Maloudrey, qui représente la Rhénanie-Palatinat, s'est également exprimé à ce propos. Yeah, we are celebrating 40 years anniversary of our partnership and today nous célébrons 40 ans de bonnes relations, ce dont nous sommes fiers et qui nous emmènera au succès de l'avenir. Aujourd'hui, nous avons signé un accord de formation et d'enseignement pour que les gens aient des connaissances sur les médicaments et vaccins, ce qui est très important. Nous espérons qu'en termes de médicaments et d'institutions, il y aura création d'emplois et nous aurons beaucoup de gens qui comprennent et nous prévoyons travailler ensemble dans l'éducation. Les gens vont en savoir plus sur les médicaments et les vaccins. To educate, to cooperate in education, educate the skills people need to work in this subject. La relation entre le Rwanda et la Rhénanie-Palatinat a commencé en 1982. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation a signé un accord avec la Rhénanie-Palatinat dans le but d'accroître les connaissances dans la production de médicaments, de vaccins et de promouvoir les industries dans ce domaine. La suite de ce journal, le Rwanda abrite le sommet international de jeunes agriculteurs sous le thème « Les jeunes dans la transformation agricole à travers l'innovation ». L'ouverture de ce sommet a été dirigée par la ministre de l'Agriculture. Le détail avec Kassim Youssouf. Certains jeunes agriculteurs trouvent qu'il est important qu'ils se rencontrent fréquemment pour échanger sur les enjeux et les difficultés auxquelles ils font face, mais aussi discuter des solutions et des perspectives qui s'offrent à eux. Les personnalités présentes à cette conférence indiquent que les jeunes doivent considérer une telle rencontre comme quelque chose de très sérieux, car le monde en général attend d'eux des solutions. La ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, le docteur Gérardine Mukeshimana, a présenté aux participants la situation de l'agriculture au Rwanda et a dit que si les opportunités qu'on trouve aujourd'hui dans ce secteur sont bien exploitées, elles constitueraient pour beaucoup des solutions, surtout que les jeunes doivent se saisir des responsabilités. La ministre de l'Agriculture a en outre indiqué que 32% de la production intérieure brute provient de l'agriculture et qui, par ailleurs, crée de l'emploi à hauteur de 65%, ce qui signifie que le développement du continent exige celui de l'agriculture. Signalons que ce sommet est une occasion pour les jeunes agriculteurs de présenter leurs propositions pour l'avenir de l'agriculture mondiale et son objectif est de promouvoir, renforcer et diffuser la voix des jeunes agriculteurs sur la scène internationale. Voilà la suite de ce journal, toujours dans le cadre de ce forum international de jeunes agriculteurs. Nous avons le plaisir de recevoir M. Koliang Palé Bélé. Donc, vous êtes le président de l'Organisation panafricaine des agriculteurs. Bienvenue dans le studio de la télévision rwandaise. Merci beaucoup.
Pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs un peu c'est quoi cette organisation panafricaine des agriculteurs, des jeunes agriculteurs? Merci de nous avoir donné cette opportunité. Comme vous l'avez si bien dit, je m'appelle Kolian Palebele. Je suis le président de la Pan-African Farmers Organization, qui est une plateforme africaine des agriculteurs qui est née en 2010 avec l'accompagnement technique et financier des partenaires comme l'Union africaine, le NEPAD, et aussi les partenaires comme l'Union européenne, le FIDA, et ainsi de suite. C'est une organisation qui est créée par les organisations paysannes africaines, dont 5 réseaux, à savoir EAF, East African Farmers Federation, qui est ici, qui a son siège au Kenya, la PROPAC, la plateforme régionale des organisations paysannes de l'Afrique centrale, le réseau des agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest, l'EUROPA, et le SACAO, qui est aussi une organisation régionale de l'Afrique australe, et enfin l'UMNAGRI, qui est une organisation régionale du Maghreb. Donc cette organisation est née pour donc représenter les petits producteurs, tous les producteurs d'une manière générale, dans les instances de prise de décision, dans les débats politiques, dans l'élaboration des programmes et projets de développement de l'Afrique. Donc c'est une organisation qui aide donc ces producteurs-là à s'organiser, à se défendre, à également contribuer au développement rural dans notre continent. Oui, voilà. La majorité de la population africaine est tournée donc vers l'agriculture traditionnelle et des subsistances. La grande partie de la nourriture, et pourtant la grande partie de la nourriture consommée en Afrique vient hors du continent africain. Comment comptez-vous, au sein de votre organisation, à aider les jeunes à s'intéresser à l'activité agricole, à pratiquer une agriculture plus moderne et plus rentable? Justement, nous avons compris cela aussi. Nous avons dit que l'agriculture africaine doit être aujourd'hui professionnelle, doit nourrir la population, doit créer de l'emploi, doit créer des richesses pour notre continent. Et c'est pour cette raison que nous avons pensé que les acteurs les plus importants aujourd'hui dans ce secteur doivent être les jeunes agriculteurs. Et nous intéressons donc, nous faisons de telle sorte que les jeunes s'intéressent à l'agriculture parce que c'est un secteur qui crée de l'emploi. C'est un secteur qui peut résoudre tous les problèmes que nous rencontrons en Afrique en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Et donc, nous organisons régulièrement ce genre de rencontres avec les jeunes pour essayer de les amener à mieux cerner le problème qu'ils rencontrent, à nous dire ce qu'ils rencontrent, parce qu'après tout, nous allons porter leur voix auprès des partenaires techniques et financiers, porter leur voix vers le gouvernement, porter leur voix vers l'Union africaine, le NEPAD surtout. Donc nous pensons que notre rôle ici, c'est de faire de telle sorte que ces acteurs-là s'intéressent au monde rural. Et donc, bien entendu, que ce secteur a assez de problèmes dans la mesure où aujourd'hui l'accès des jeunes à la terre le plus souvent pose problème. Et le problème financier, l'accès au financement pose problème. L'accès au marché aussi pose problème. Donc il va falloir donc, les aider donc, à résoudre tous ces problèmes. Et c'est pour cette raison que nous pensons qu'il faut essayer de voir nos politiques agricoles qui doivent tenir compte de financement du secteur rural, de questions foncières également, et également les questions du marché en Afrique. Donc, voilà pourquoi nous nous retrouvons régulièrement avec eux, mais au-delà, nous nous retrouvons aussi avec des femmes et d'autres acteurs pour réfléchir sur l'avenir de l'agriculture africaine. Oui, si vous permettez, Président, il a fallu un conflit récent, à savoir entre la Russie et l'Ukraine, pour rappeler la forte dépendance de l'Afrique aux céréales produites dans cette partie du monde. Et pourtant, contradiction, l'Afrique, à elle seule, compte la plus grande superficie arable du monde. Comment expliquer cette situation et comment
pouvoir y remédier? Très sincèrement, même nous, au niveau du monde rural, nous sommes quand même aussi surpris, mais restons interpellés par cette situation-là. C'est une réalité, une donne, et ça a mis à nu les politiques agricoles africaines. Cela a mis à nu carrément les politiques agricoles africaines. Et pour moi, pour nous, on pense que les pays africains doivent revoir les copies de leur politique agricole, voir quels sont les programmes qu'il faut mettre en place, quelles sont les nouvelles donnes qu'il faut prendre en compte. La jeunesse. Il faut prendre en compte les questions de ces genres de conflits. D'ailleurs, en Afrique, on a tellement de conflits qui ne nous ont même pas beaucoup posé de problèmes, mais curieusement, c'est quand le conflit a surgi en Occident ou à des milliers de kilomètres. À des milliers de kilomètres, que tout d'un coup, nous avons ressenti ça. Alors, pour nous, on pense que c'est des facteurs qu'il va falloir donc tenir en compte dans l'élaboration des politiques agricoles. Et c'est pour cette raison que nous, on pense aussi qu'il faut que l'Afrique produise au moins les 80% de son alimentation. Parce que l'aliment, c'est vital. Tu ne manges pas, tu meurs. Donc, je pense que c'est ça qu'il va falloir que nos États prennent en compte. Prendre en compte parce que nous, on a toujours cité le Rwanda comme un exemple. Un exemple, puisqu'il y a eu des engagements au niveau africain, surtout les engagements de Maputo, à Malabo. Les pays africains se sont engagés à augmenter de 10% le budget alloué à l'agriculture. Mais on a constaté jusqu'aujourd'hui, même pas 3%, 4% pour certains. Mais c'est seul le Rwanda qui a atteint ce niveau top et qui est au-delà. Et c'est pour cette raison que nous trouvons que c'est un modèle propre à l'Afrique, inventé par le Rwanda. Il va falloir donc voir qu'est-ce qu'on peut utiliser ici en Afrique, quelles sont les stratégies que nous pouvons utiliser, que les autres pays, par exemple comme le Rwanda, qui a réussi dans ce secteur-là, comment on peut venir voir comment il a pu faire, il a pu arriver à ce niveau. Voilà un peu, on pense qu'il y a quand même, l'Afrique a des richesses en termes de ressources humaines, en termes de politique, hein, et aussi en termes de terres arables, de terres. Il y a de l'eau. Nous pouvons même nourrir les autres continents en réalité. Oui, mais tout à fait. Curieusement, il a fallu qu'une guerre surgisse en Ukraine, qu'on nous dise qu'on n'a pas assez d'engrais, hein, on n'a pas de céréales pour survivre. Pour nous, c'est quand même un échec des différentes politiques agricoles. Merci beaucoup, Président Koliang Palebele. Je rappelle donc que vous êtes président de l'Organisation panafricaine des agriculteurs. C'est donc avec vous que nous allons mettre un terme à cette édition, la grande édition de la journée. Nous vous remercions de votre aimable attention et vous fixons rendez-vous un peu plus tard dans la soirée.